No lo olvides nunca, hijo. No lo olvides. A continuación escucharemos una canción que tiene su origen en una melodía popular muy cantada durante la Guerra de África de 1920 y a la que se le ha puesto una letra relacionada con la batalla del Ebro. Si me quieres escribir. Los que quedaron sufrieron una durísima represión. Decenas de miles fueron asesinados y muchos de ellos yacen todavía hoy en cunetas y descampados.
Otros penaron en campos de concentración y hubo una gran depuración entre el magisterio y el profesorado universitario. El siguiente poema es obra de Mariluz Escribano Pueo, fallecida en julio de 2019. Mariluz era hija de Agustín Escribano, director de la Escuela Normal de Maestros de Granada y fusilado cuando ella tenía 9 meses. Su madre, también maestra, fue condenada a prisión y la pequeña Mariluz cumplió condena junto a ella en la cárcel de Palencia. El destierro a mi madre. Si pudiera destejer tu sonrisa, si pudiera encontrarla entre la gente que rodea mi vida, entonces, cuando todo estuviera en su sitio, volvería a pensarte. Cuando el destierro era cuestión de horas, yo no sé dónde estaba tu sonrisa. Quizá escondida entre los muertos que quedaban atrás, en la colina roja. Memoria, una vez más memoria. Mientras el tren corría hacia Tierra de Campos, la patria de la espiga, también la de mi madre, desterradas al fin en el destierro. Los cientos de miles que se refugiaron en Francia fueron encerrados en campos de concentración, donde perecieron miles de refugiados por las pésimas condiciones de insalubridad. El primer espacio donde las autoridades francesas alejaron a los miles de republicanos españoles fue el campo de concentración de la playa de Argelès-sur-Mer, donde 3 hileras de vallas metálicas y el mar encerraban sin ninguna protección a los allí cautivos. El siguiente poema es de Celso Amieva, quien padeció y sufrió en el campo de Argelès, Romance de la Tramontana. Por el campo de Argelès la tramontana anda suelta. Va de barraca en barraca llamando a todas las puertas. Corre, grita, silba, aúlla, ruge y empuja y golpea y arrebata y amontona. Vuelca, derriba, dispersa, hiela, tunde, resquebraja, azota, mata y entierra. Hace y deshace a través de toda la noche negra. Por el campo de Argelès, la tramontana anda suelta. Según palabras de Albert Camus, mucho tuvo que ver en esta tragedia la actitud de una Europa insolidaria que prefirió mirar hacia otro lado, y su indiferencia contribuyó no poco al derrumbe de aquel mundo de valores humanistas que decían sustentar y que acabó con el fin de su sistema democrático. Poco tiempo faltó para que esta Europa lo pagara bien caro, pues después de la Guerra de España, los gobiernos nazis y fascistas invadían estos países al tiempo que llenaban Europa de campos de exterminio, destinados a quienes eran o pensaban diferente. Surge entonces la resistencia en Francia. Anna Marly, cantante y compositora francesa de origen ruso, fue la autora de la música de la resistencia francesa. Escucharemos a continuación este himno, Canto de los partisanos franceses.
Invadida Francia, los republicanos españoles no tardaron en implicarse contra el nazismo. Organizaron y dirigieron el movimiento guerrillero en prácticamente todos los territorios del Midi francés, formando no menos de 11 maquis que liberaron muchas ciudades y pueblos, atacaron líneas de comunicación, excarcelaron numerosos prisioneros y protagonizaron la gesta de la batalla de la Madeleine, donde cogieron prisioneros a cientos de soldados alemanes. Entre sus dirigentes destacaron los asturianos Cristino García Granda, José Vitini Flórez y José Antonio Alonso, el comandante Robert. Francia les otorgó las máximas condecoraciones y a los dos primeros les concedió el grado de teniente coronel. La mayoría de estos guerrilleros eran de filiación comunista y su canción, obviamente, era el himno de los partidos comunistas y socialistas y de la clase obrera de todo el mundo, la Internacional. el papel jugado por las mujeres españolas apoyando a la resistencia, la mayoría como enlaces. Algunas de ellas murieron ejecutadas al ser descubiertas. Entre las más destacadas figura Carmen Blasco, que coordinó la mensajería entre Altos y Bajos Pirineos. Debido a sus méritos y heroísmo, el gobierno francés le concedió la Cruz de Guerra. Y a ellas, a esas mujeres, dedicó Celso Amieva el poema Muchachas del Maquis en 1944. Quiero nombrar aquí a las compañeras abnegadas y anónimas, enlaces y escuchas, auxiliares, guerrilleras o heroicas enfermeras, valientes y eficaces, muchachas con la vida jugada en cada viaje
y en las barbas del alemán. Puñal entre los senos y un mensaje. Debajo de las ropas, armas para Quillán. Alternan el sigilo con el cántico, de la montaña negra hasta el Pirineo y desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Las veo y no las veo llevar víveres, municiones, medicinas, planes de operaciones. Todo el maquis se ha enamorado de ellas, cada día más bravas y cada día más bellas. Vamos a escuchar ahora el himno de los partisanos italianos. Queremos dedicarlo a todas aquellas mujeres que participaron en la resistencia junto a los franceses. Y también queremos rendir homenaje a los italianos de la Brigada Garibaldi, que se distinguieron sobre todo en la batalla de Guadalajara, enfrentándose a las tropas italianas de Mussolini, y se unieron después a los resistentes españoles y franceses. Bella ciao. Implicados en la lucha contra el nazismo, combatieron en los primeros momentos en tierras de Noruega, al poco tiempo en tierras de África. Después de desertar de la Francia de Vichy, se incorporaron al ejército de la Francia Libre. Llegaron más tarde los combates contra el Afrika Korps de Rommel. De ellos, decían los americanos, los españoles sabían pelear.
También combatieron en Italia, donde se unieron con partisanos italianos. De África partió la 9, una compañía de la división Leclerc. De los 160 hombres que la componían, 146 eran españoles y las órdenes se daban en español. Parte de sus blindados tenían nombres de batallas épicas de la Guerra Civil: Guadalajara, Guernica, Teruel, Madrid, Brunete, Ebro, Santander. Otros, como el Tunísie 43, el carro de combate de Miguel Campos en recuerdo de la campaña de Túnez, los cosacos, rescate, resistencia, liberación. En los recesos, su canción preferida era A las barricadas, también llamada la varsoviana por su origen polaco, el himno de los anarquistas, ideología que profesaba la mayoría de los soldados de la 9, a las barricadas. Cerca de París, cuando Leclerc decidió tomar la ciudad, recurrió a la 9, que había sido desde el desembarco la punta de lanza de la división. París estaba ocupado por 20.000 alemanes y eso era meterse en la boca del lobo, pero por el capitán Dron sabía que eran unos hombres extraordinarios, difíciles de mandar, pero excelentes soldados que jamás retrocedían. 2 de sus secciones, al mando del capitán Raymond Dron y del teniente ayudante el valenciano Amado Granel, fueron las primeras en entrar en París. En sus blindados portaban banderas republicanas. En medio del delirio general, su entrada fue apoteósica. Aquella noche, mientras en París sonaban las campanas y se cantaba la marsellesa, los soldados republicanos de la 9, en torno al Hotel de Ville, entonaban una conocida canción de la Guerra Civil. Se trataba de un cantar popular del siglo XIX que cantaban los guerrilleros españoles que luchaban contra las tropas de Napoleón en 1808. En la Guerra Civil, la melodía fue recuperada por los soldados republicanos, adaptando la letra a la nueva situación. Ay, Carmela, el paso del Ebro.
vous dire la joie que j'ai de ne pas être dans les jardins de la Nueve, que j'aime beaucoup, et dont je reparlerai tout à l'heure, mais sur l'esplanade des villes compagnons de la Libération, plusieurs personnes m'ont dit s'être perdues en venant, d'avoir jamais entendu parler de cette place. Elle est, voilà, une des places parisiennes, peut-être pas la plus connue, mais qu'elle est belle et que ce nom est beau, esplanade des villes compagnons de la Libération, comme ce nom de compagnons de la Libération, ce titre même, est beau et rare, il n'en reste guère plus. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage justement à ceux dont il ne reste plus, ceux qui ont fait preuve d'un courage incroyable. Nous sortons d'une période très étrange parce que d'abord en quelques mois seulement, on aura eu une crise politique majeure, une crise politique nationale majeure, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait terminée, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais dans certains aspects a pu être nauséabonde, notamment dans des évocations qui ont pu être faites des étrangers. Et je voudrais aujourd'hui en parler, car c'est un sujet politique important, qui nous a fait oublier un moment, justement, cette bulle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je voudrais, à ce moment, évoquer cet affrontement qui n'avait rien de pacifique, qui a été celui de la Seconde Guerre mondiale. Et au moment où on célèbre la libération de Paris, par elle-même, on a le dire, on va le redire, et on est très heureux de dire que oui, Paris s'est libérée par elle-même à partir du 10 août et avant l'entrée des forces dans la ville, mais quand même un petit peu libérée par les étrangers. Et ce rôle des étrangers dans la libération de Paris, il faut le souligner encore. Bien sûr, la libération de Paris est aussi liée à la volonté du général de Gaulle de marquer politiquement un coup en asseyant sa reconnaissance avec, et parce qu'il savait le symbole qu'était la capitale de France. Et d'ailleurs, il avait raison, ce n'étaient pas les plans du commandant Eisenhower, mais dans la pratique, si c'est bien la 2e division blindée du général Leclerc qui est la mieux positionnée, qui est celle qui a débarqué d'abord en Normandie, qui arrive dans Paris, vous le savez, si c'est bien la 2e division blindée, c'est cette 9e colonne, la Nueve, la 9e colonne du capitaine Drone, emmené par le capitaine Drone, mais dont l'essentiel des troupes, quasiment toutes les troupes sont étrangères et pour une grosse partie est constituée de républicains espagnols, c'est elle qui entre dès le 24, raison pour laquelle, avec la maire de Paris, nous commençons les cérémonies et commémorations ce jour du 24 et non pas comme la commémoration officielle le 25. Donc oui, bien sûr, le général de Gaulle a voulu ceci. Bien sûr, le rôle est important du colonel Rol-Tanguy, bien sûr, mais les premiers à entrer à Paris sont bien étrangers et ils sont en particulier très souvent espagnols. D'où le nom d'ailleurs de la Nueve qui a fini par supplanter celui de la 9e compagnie, ce nom qu'on a souhaité donner. Alors 146 d'entre eux, oui, sont espagnols et ils ont fait tous les combats depuis les campagnes d'Afrique du Nord jusqu'ils iront en Allemagne. Il n'en restera d'ailleurs pas beaucoup de cette compagnie au terme des combats qui ils ne s'arrêteront qu'en Allemagne après la capitulation. Paris aura été simplement une étape. On connaît les noms qu'elle avait donnés à ses chars, on connaît ses drapeaux, mais très vite, ils vont repasser dans l'ombre, dans cette ombre de l'armée des ombres. Et je voudrais emprunter cette formule que j'ai vue dans cette très belle exposition que je vous conseille de voir il y a encore quelques jours, je crois, au Palais de la Porte Dorée, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai commencé par parler des Jeux Olympiques et de l'histoire. Allez voir cette très belle exposition, justement, sur les tourments et les liens entre les deux. L'un et l'autre se parlent. Et il y a cette formule qui est très belle, je trouve, qui dit aux résistants, vous savez comme on dit à la France, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, et bien aux résistants étrangers, la France lentement reconnaissante. Il aura fallu des années, des décennies même, pour qu'on reconnaisse le rôle des étrangers dans la libération de la France. À Nancy, certes, dès septembre 1945, le général de Gaulle avait, je crois, décoré lui-même le capitaine Drone et plusieurs officiers et sous-officiers espagnols qui faisaient partie de la Nueve. Mais ensuite, et ça a été très largement écrit par des historiens, je pense à Henri Rousseau notamment, dans le syndrome de Vichy, le mythe résistentialiste s'impose, voulu par le général de Gaulle lui-même d'ailleurs, et dans tous les choix qui sont faits, on efface progressivement la mémoire de ces étrangers, ne serait-ce que dans ce choix, j'en parlais un instant, de ce choix d'avoir la commémoration nationale le 25 et non pas le 24 qui est le jour de l'entrée des troupes dans la ville de Paris et de la prise d'ailleurs du ralliement à l'hôtel de ville, chez Anne, de cette Nueve. Et puis
On pense à des discours du général de Gaulle qui célèbre l'appui et le concours de la France tout entière dans la libération de Paris, c'est-à-dire la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle, pas de place aux étrangers à ce moment-là. Et il faudra attendre la fin des années 80 pour que la France reconnaisse le rôle majeur des étrangers dans la résistance française, qui sont nombreux, et je ne vais pas la documenter ici, ni l'énumérer. Mais, bien sûr, vous le savez, la plupart des actes de résistance qui ont été commis, de sabotage qui ont été commis dans l'Île-de-France, leur a été par des francs-tireurs partisans, chère Laurence Patrice, adjointe à la mémoire, qui connaît bien le rôle de la main-d'œuvre immigrée, celle qu'on a célébrée justement avec l'entrée de Manouchian au Panthéon. Et quand je dis Panthéon, vous voyez que même le temps résiste à l'évocation du rôle des étrangers dans la résistance et dans la libération de Paris. Et puis, il est triste d'ailleurs que même la mythologie qui a été propagée par la propagande allemande elle-même soit reprise, ait été reprise pendant si longtemps de manière en sang creux, puisque, vous le savez, c'était eux qui avaient parlé, notamment avec cette affiche rouge, du péril étranger, qui mettait en avant le complot étranger contre la vie des Français et contre la souveraineté de la France. Il est troublant que ce discours ait pu avoir des échos pendant aussi longtemps. Bien sûr, Paris est toujours à l'avant-garde de la célébration de ces étrangers. C'est, Anne, à quel point tu le répètes. D'ailleurs, il y a même une maire de Paris qui est elle-même étrangère et même espagnole, pas née en France, et qui parle l'espagnol aussi bien que le français. Et c'est d'ailleurs à toi qu'on doit, je crois que tu étais aux côtés de Bertrand Delanoë, quand la première plaque, elle est ici d'ailleurs, la première plaque qui a été posée pour célébrer la Nueve avant que tu décides de nommer tout un jardin et de l'ouvrir au public puisqu'il était fermé au public, elle est là. Je crois que c'est cette plaque qu'on voit, vous voyez, à main droite, au Républicain espagnol, composante principale de la colonne Braun. Et tu étais là. Moi, je n'étais pas encore élu, mais toi, tu étais déjà là. On a fait des progrès depuis. L'entrée de Missak Manouchian a été aussi une étape importante. Je regrette qu'elle ne se soit pas faite accompagnée de tous les 23. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, mais c'est déjà bien. Et je voudrais terminer simplement en saluant évidemment Véronique Salou et son association. Tu as enchanté la Halle des Blancs-Manteaux hier soir. Tout le monde ne parle que de la fête qui a eu lieu hier soir. Moment de joie, moment de liesse, comme au moment de la libération, comme au moment des Jeux Olympiques. Mais je voudrais parler simplement de ce que vous aviez fait aussi, l'exposition extraordinaire l'année dernière sur l'exil, sur les années d'exil de la Nueve à la période actuelle. Saluer ce qu'a fait aussi le mémorial de la Shoah. Et finir en disant, quand je parlais du palais de la Porte Dorée, que peut-être qu'il est trivial de lier les Jeux Olympiques et la libération de Paris, si le hasard fait que c'est les 100 ans de l'un et les 80 ans de l'autre, mais je ne crois pas. Et je termine en évoquant cette image de Johnny Weissmuller, que tout le monde connaît, puisqu'il avait gagné plusieurs médailles, notre Léon Marchand de 1924. Sauf que Léon Marchand de 1924, il était américain, mais pas vraiment. En réalité, il avait volé les papiers de son frère, parce que lui était apatride, et il est venu avec ses papiers volés, gagner toutes les victoires qu'on sait, et avoir la carrière ensuite qu'on lui connaîtra. Méfiez-vous des apatrides, ils sont souvent nos sauveurs. Merci beaucoup. Nous avons choisi, l'association et moi-même, de parler d'où viennent ces hommes qui se sont battus pour la liberté des autres, et ce qu'ils ont fait aussi après. Parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, mais il y a eu aussi l'après. Il fallait s'installer quelque part et supporter une dictature. Mais auparavant, je voudrais vous dire quelques mots de notre président d'honneur qui, vous le comprendrez, n'a pas pu être là. Il s'agit de M. Edgar Morin, qui est président d'honneur de l'association depuis 2016 et qui nous envoie pour un petit mot à vous lire de soutien. Voilà. Donc il nous dit, après avoir entendu de la terrasse de l'immeuble que nous occupions place Clichy toutes les cloches de Paris qui carillonnaient dans la nuit, je suis allé avec quelques camarades à pied jusqu'à l'hôtel de ville, déjà occupé par les insurgés, et j'ai eu le bonheur inouï de voir sur la place les tanks des libérateurs, épuisés mais épanouis. Nous sommes allés les embrasser sans savoir à ce moment que nos libérateurs étaient en grande partie des Espagnols de la Nueve. Ce fut un moment inoubliable où, apprenant que nos libérateurs étaient espagnols,
me sont revenues mes émotions d'adolescence pendant la guerre d'Espagne qui m'avaient totalement marqué. Me duele España, disait Unamuno. Je regrette d'être absent physiquement ce jour commémoratif, mais mon cœur et mon esprit est présent. Vive la Nueve. Edgar Morin. Aujourd'hui, il y a exactement 80 ans, la colonne Drone entrait dans Paris avec ses anarchistes, ses socialistes, ses républicains, ses espagnols, et ses communistes, etc. En fait, avec ses antifascistes. C'était déjà eux qui, le 19 juillet 1936, pour la première fois en Europe, mettaient en échec la montée du fascisme. S'ils entraient dans Paris le 24 août 1944 en avant-garde de la 2e DB, c'est qu'ils avaient rejoint ces premiers Français libres qui n'avaient pas accepté en 1940 ni l'armistice, ni l'occupation, ni l'État français de Pétain. Ces antifascistes espagnols et français, malgré leurs différences, avaient tout pour se comprendre. Et c'est ce qu'ils ont fait pour essayer de libérer le monde du nazisme. Le parcours exceptionnel des hommes de la Nueve est emblématique de l'apport des républicains espagnols durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, à la fin, après presque 10 années de conflagration, guerre civile, exil, lutte contre les nazis, ils feront partie des vaincus. Ils seront effacés du récit officiel. Cependant, depuis une vingtaine d'années, ces cérémonies qui leur rendent hommage ont pris de l'ampleur. Ces combattants ont connu aussi la Deuxième République en Espagne. Cette République qui a mené de grandes avancées sociales, formulé des promesses, mais aussi organisé des répressions sanglantes. Puis ce fut le putsch militaire du général Franco. L'aide des démocraties occidentales ne vint jamais. Elle possédait trop d'intérêts économiques en Espagne et n'allait pas défendre le camp où une révolution sociale s'annonçait, avec la collectivisation d'une partie de l'industrie, des terres et de certains services publics. Ces avancées sociales furent anéanties par la botte de Franco que l'historien britannique Paul Preston qualifiera de guerre d'extermination. Après la retirada, malgré les camps sur la plage et la misère, ces femmes et ces hommes s'engagent dans la résistance et dans l'armée de la France légitime, Légion, Corps franc, régiment étranger, 2e DB. Près de 10 000 d'entre eux furent déportés dès août 1940 dans les camps nazis. À la pointe du combat, ils luttaient avec l'immense espoir qu'on les aiderait à rétablir en Espagne la République démocratiquement élue. Ça ne s'est pas passé ainsi. Comme le dira l'un d'entre eux, Daniel Hernandez. Après l'abandon militaire du peuple espagnol antifasciste, il n'y avait qu'un pas à franchir, l'abandon politique. Il sera franchi lorsque le régime de Franco sera admis dans les institutions internationales, à l'UNESCO en 1953, à l'ONU en 1955. Comment les dites démocraties ont pu ne pas condamner un régime dictatorial qui s'était imposé par un coup d'État militaire et dont les principaux appuis furent les armées d'Hitler et de Mussolini, c'est-à-dire des pires régimes du XXe siècle. En 1975, à la mort du dictateur, le peuple espagnol n'obtint pas le droit de choisir le régime qu'il souhaite pour son pays. Les élections sont organisées, mais sous conditions drastiques. Accepter la monarchie héritée de Franco et bannir toute référence à la politique. Une loi d'amnistie voit le jour en 1977. Commence alors une période de rapprochement sans passé, comme si l'Espagne venait juste de naître. Pourtant, à l'international, elle devient le modèle de la réconciliation. C'est le grand récit de la transition vers la démocratie qui jette les crimes d'un régime basé sur la terreur dans les oubliettes, comme si cela n'avait jamais existé. Mais le feu couve sous son aspect calme et harmonieux. Les familles des victimes cherchent désespérément leurs proches. Les républicains de l'exil souhaitent que leur mémoire soit restituée à leur peuple dans l'histoire de leur pays. Il ne peut pas y avoir d'avenir sans passé. S'ouvrent alors des recherches par la société civile espagnole, regroupée en associations, avec la recherche et l'ouverture de fosses communes.
Il ne s'agit pas seulement de retrouver les siens et de les enterrer dignement, mais aussi d'amener la preuve évidente que les crimes franquistes ne peuvent pas rester dans l'impunité. Nous voulons ici remercier les gouvernements successifs espagnols de gauche qui, malgré les grandes difficultés et des obstacles, ont réussi à faire adopter par les Cortés 2 lois. En 2007, une loi un peu timide, mais qui a eu le mérite de s'imposer dans le silence mémoriel du pays. Et en 2022, un texte plus audacieux, même si encore imparfait, qui propose une véritable politique de mémoire, contourne la loi d'amnistie qui est aujourd'hui considérée comme une loi d'impunité. Un gouvernement qui a osé et réussi à sortir les dépouilles de Franco et de Primo de Rivera de la vallée del Caído. Ce mausolée construit au prix de centaines de vies de prisonniers politiques. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais saluer Cristina Latorre, qui est aussi une des artisanes de ces transferts. Des questions restent encore en suspens. Et combien, qu'ils se heurtent encore aujourd'hui à une levée de boucliers de la droite et de l'extrême droite espagnole, pourront-ils réaliser une des revendications principales, à savoir les crimes du franquisme pourront-ils être poursuivis comme crimes contre l'humanité, imprescriptibles et non admissiables, et les victimes de toutes les époques de la dictature considérées sur un plan d'égalité. La mémoire de l'engagement des républicains espagnols pour la liberté a toujours été entretenue par les protagonistes exilés et aujourd'hui par leurs descendants. Leurs actes ont permis que ceux qui écrivent l'histoire ne puissent pas totalement les effacer. C'est une mémoire toujours à vif qui a fait couler des flots d'encre et qui a permis à nos générations de comprendre ce que nous devons à ces combattants sans patrie qui ont défendu celle des autres, qu'ils soient espagnols ou d'une autre nationalité. En 2021, le gouvernement socialiste espagnol a décidé de faire du 8 mai la journée de l'exil et d'hommage aux victimes du franquisme. La date du 8 mai est aussi celle de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Guerre dans laquelle les républicains espagnols de la Nueve s'étaient engagés au nom de la liberté et ils arboraient sur leur véhicule le drapeau de leur république. Aussi, nous tenons à redire que le gouvernement espagnol, en associant l'hommage à l'exil républicain, de l'exil républicain à celui de la victoire du nazisme, honore les hommes et les femmes du camp républicain qui ont combattu et sont morts pour la liberté de l'Espagne et de l'Europe. Mais si l'Espagne veut vraiment les respecter, partout où il est question d'eux, partout où elle veut leur rendre hommage, elle doit le faire avec leur drapeau rouge, jaune et violet, le seul qui était du côté des Alliés à ce moment-là. Les associations mémorielles, elles, continueront de le hisser. Et pour terminer, je voudrais vous lire un extrait d'une conférence d'Albert Camus, dans les années 50. Il a dit « En 1938, les hommes de mon sang et de mon âge ont partagé la révolte et le désespoir de la République espagnole. En 1944, nous avons partagé son immense espoir, et j'ai parlé pour elle comme je le pouvais. Puisque nous avions été dans la même défaite, mon idée était que nous devions être dans la même victoire. La justice est comme la démocratie, elle est totale ou elle n'est pas. Aujourd'hui, pour les 80 ans de la libération de la France et de Paris en particulier, nous voulons rendre hommage à ces républicains espagnols de la Nueve et à travers eux, à tous les étrangers qui ont permis cette victoire de la liberté et de la paix, afin que tous et toutes sachent que ce que le peuple de France doit à ces humains venus d'ailleurs. Je vous remercie. Las guerras son malas para todo el mundo, solo las ganan los ricos. Estas fueron palabras que pronunció Rafael Gómez Nieto, el último superviviente español de la compañía La Nueve, que falleció a punto de cumplir 100 años el 31 de marzo de 2020 a causa de la COVID y que hoy homenajeamos aquí junto al resto de combatientes que liberaron París del yugo nazi la gloriosa tarde del 24 de agosto de 1944.
Aquellos demócratas, con su compromiso antifascista, pusieron los cimientos de la Europa de las libertades de las que hoy disfrutamos. Les debemos lo que somos. Por ello es para mí un enorme orgullo estar de nuevo aquí, en esta hermosa ciudad, como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, para participar en este acto que conmemora el 80 aniversario de aquella gesta, y especialmente el papel que desempeñó la 9, al ser sus integrantes los primeros en entrar en la ciudad del Sena para liberarla de la ocupación de la Wehrmacht. Como conocen bien aquí en París, la 9, llamada así popularmente por ser la 9ª compañía de la 2ª División Blindada de la Francia Libre, comandada por el general Leclerc, estuvo integrada mayoritariamente por republicanos españoles, bajo el mando del capitán Raymond Dron. En la 9 se hablaba español y las órdenes se daban en español. A uno llenan de emoción las imágenes del señor Uga Guadalajara arribando a la plaza del Ayuntamiento de París, tripulado por combatientes españoles, al igual que los otros blindados, el Madrid, el Guernica, el Brunet, el Jarama, el Ebro, el Teruel, el Belchite o el Don Quijote, y el desfile por los campos elíseos escoltando al general de Gaulle durante la liberación. La 9 se constituye como el referente español en la Europa que luchaba contra el fascismo y el nazismo, y los combatientes españoles se tornan así en el símbolo evidente de que la memoria democrática española está en la esencia de la memoria democrática europea. El gobierno de España es plenamente consciente de la vital contribución de esos combatientes, encarnada en Rafael Gómez Nieto, que recibió una declaración de reconocimiento y reparación, pero también cristalizada en Colette, la hija del capitán Dron, que les ha acompañado tantos años en este homenaje que cada tarde del 24 de agosto nos brinda el Ayuntamiento de París y su alcaldesa Ana Hidalgo, junto a la Asociación 24 de agosto. Hoy, en este recuerdo a las 9, muy especial, puesto que se cumplen 8 décadas de la gesta, tengo la satisfacción de anunciar que el Gobierno de España declara el Jardín de la 9 como el primer lugar de Europa, fuera de España, lugar de memoria, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática. El exilio republicano español sustenta, sin lugar a dudas, una historia común entre la España democrática, Francia y México, porque nunca vamos a olvidar que fueron cerca de 500.000 republicanas y republicanos españoles quienes tuvieron que marchar hacia el exilio en Francia y Argelia en el frío invierno de 1939. Un exilio que supuso un cataclismo de enorme trascendencia en la historia de España y también en la memoria de Europa, que se encaminaba de forma inexorable al enfrentamiento entre las democracias liberales y el auge de los fascismos. Desde el Gobierno de España tampoco vamos a olvidar la diáspora que se produjo hacia América, cuyo referente fundamental es México, por la acogida que recibieron los republicanos españoles por parte del presidente Lázaro Cárdenas y el pueblo mexicano. El final de la guerra en España fue un acontecimiento de una trascendencia capital para nuestro país y produjo una profundísima herida en la sociedad española. El capital humano, político e intelectual que perdió España fue irreparable, pero su ejemplo, su permanente referencia y la lucha de los movimientos sociales en España hicieron posible la restauración de la democracia con la Constitución de 1978. La lucha de los españoles contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial desembocó en acciones heroicas, pero también acabó para muchos en trágicos finales, como fueron los trabajos forzados, las cárceles o los campos de exterminio nazi. Por ello, quiero aprovechar esta ocasión para rendir un cálido homenaje a mis compatriotas, a todos los españoles y españolas que dieron su vida en la lucha contra el fascismo en España y en Europa. La memoria democrática europea
no se entiende sin ellos y sin ellas, puesto que venían de 3 años muy duros de guerra en España, luchando contra la avanzadilla fascista del ejército sublevado, pero también sufriendo las acometidas de las tropas de Mussolini y de Hitler. No podemos olvidar que la guerra de España fue el primer campo de batalla contra el fascismo antes de la Segunda Guerra Mundial y el lugar de experimentación de las nuevas técnicas y armas de destrucción total. La lucha antifascista española y la europea están unidas en el compromiso de quienes lucharon por la democracia y la libertad, que entendieron que había que liberar Europa para liberar España. Muchos fueron los que se dejaron sus vidas en los campos de batalla en defensa de esos ideales. Otros sobrevivieron y nos legaron su compromiso y su fuerza moral, que hoy nos inspiran y alientan para combatir los discursos de odio que intentan replicar el enfrentamiento entre la ciudadanía y entre los pueblos. En España estamos desarrollando la Ley de Memoria Democrática y acometiendo desde el Estado un amplio plan de exhumaciones de fosas comunes que da sus frutos con la entrega a los familiares de los restos de sus antepasados para que les den digna sepultura. El Estado español ha declarado ilegales los tribunales de excepción franquista, como los consejos de guerra, y ha declarado nulas todas las sentencias que se impusieron a quienes defendieron la legalidad republicana y lucharon contra el fascismo y por la libertad en España. Es siempre emotivo los actos de entrega de la acreditación de la nulidad de esos procesos. La memoria democrática ha entrado en la escuela y en los libros de texto se habla de la guerra de España, del golpe de Estado como causante del conflicto armado y de la importancia del exilio republicano. El próximo año, la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador y de 5 décadas de democracia en España nos va a permitir profundizar ante la gente joven sobre la dictadura franquista y lo que ha supuesto la democracia en los avances en derechos, libertades y bienestar de la sociedad española. Más en estos tiempos en los que estamos asistiendo a rebrotes de neofascismo y populismos en España, en Francia y en otros países del mundo. Y esa lucha es la lucha también que hace 80 años lideró la 9. A finales de este año se va a poder contemplar en Madrid, en los jardines del Palacio Real, una gran exposición sobre esa mítica compañía. Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática queremos que el gran público español conozca qué fue la 9, cómo fue su entrada en París y, en suma, su compromiso y su papel en la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo de la 9 debe hacer reflexionar a nuestra juventud sobre ese precioso valor que es la democracia, un valor que hay que ejercer y defender cada día. Si antes fue la lucha contra el fascismo y el nazismo, hoy se están instalando en nuestras sociedades movimientos y actitudes filofascistas y antidemócratas, sobre lo que hay que desarrollar una actitud crítica y estar alerta para que los hechos traumáticos del pasado nunca más vuelvan a repetirse. Pero sobre todo, para que se respeten esa paz y esos derechos humanos que se erigieron sobre el sacrificio de millones de demócratas. La memoria es un buen antídoto contra esas peligrosas derivas. No olvidemos nunca que memoria es democracia. Permítanme terminar mi intervención con unas palabras de Victoria Kent, diputada republicana exiliada en París, dichas aquel 26 de agosto de 1944 y que reflejan de manera elocuente el significado de la gesta que hoy conmemoramos. Y esos tanques, veo claro, son ellos, sí, son ellos, son los españoles. Veo la bandera tricolor, son los que atravesando el África llegan hasta los campos elíseos. Los tanques llevan nombres que son una evocación, Guadalajara, Teruel, y son los primeros que desfilan por la gran avenida. París aplaude. París aplaude a los españoles curtidos en una lucha de 9 años, que sonríen hoy al pueblo liberado. París aplaude
Aplaude a la España heroica de ayer, a la España libre, democrática y fuerte de mañana. Parece un sueño, parece un sueño. Creamos que ese sueño sea siempre un sueño eterno, que lo hagamos posible y que trabajemos siempre para y por ello. ¡Viva la 9! Mes chers amis, Monsieur le ministre de la Politique territoriale de la Mémoire démocratique, querido Ángel Víctor Torres Pérez, Monsieur le secrétaire d'État en charge de la mémoire démocratique, querido Fernando Martínez López, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne en France, qui est aussi un peu mon ambassadeur, querido Victorio Redondo Valdrich, Mesdames et Messieurs les élus, nombreux, permettez-moi de reprendre toutes ces salutations et de citer ma très chère Laurence Patrice qui porte ces questions de mémoire à mes côtés, Monsieur le maire de Paris-Centre, Monsieur le général Jean-Paul Michel qui nous honore de sa présence, Madame la représentante et descendante du maréchal Leclerc, l'association du 24 août, chère Véronique, quel magnifique discours. Et permettez-moi aussi de saluer Claire et Francis Roll-Tanguy, ici présents, et de saluer très très chaleureusement la mémoire de Jean, qui nous manque tant. Je sais qu'il leur manque beaucoup. L'histoire de ces hommes de la Nueve, c'est une histoire singulière d'hommes valeureux, d'hommes courageux, qui ont donné leur vie, toute leur vie, pour la liberté, pour la démocratie, contre le fascisme, contre tous les fascismes. Mais cette histoire, elle a rejoint la grande histoire. C'est l'histoire de Paris, puisqu'ils ont libéré Paris, c'était il y a 80 ans. C'est une histoire espagnole, puisque c'est l'histoire de la guerre d'Espagne. Cette guerre d'Espagne qui, en France, a encore de tels retentissements, et souvent on qualifie la guerre d'Espagne aussi de passion française, tant elle inspire et elle marque encore aujourd'hui la vie politique française. Et c'est une histoire européenne, parce que ces hommes ont libéré Paris, et en libérant Paris, ont marqué l'ouverture de la libération de la France, mais aussi du continent européen. Malheureusement, pas l'Espagne. Il y a 20 ans, jour pour jour, ici, à cet endroit précis, nous étions quelques-uns. José Muñoz était avec moi, et c'était la première fois que nous commémorions l'histoire de la Nueve et de ces hommes sur cette esplanade. Je crois que nous avons tous pleuré. Pleuré parce que c'était la première fois que nous reconnaissions officiellement à Paris le rôle de ces étrangers, de ces Espagnols dans la libération de la France. Mais pour arriver à cette commémoration, cette première commémoration en 2004, il avait fallu beaucoup de travail, beaucoup de détermination, et je veux remercier Evelyne Mesquida parce que sans le travail d'historienne, de recherche qu'elle a fait sur ces hommes de la Nueve, nous n'aurions pas pu faire cette première commémoration qui a ouvert ce travail de mémoire et qui a ouvert finalement ce moment dans lequel nous nous retrouvons tous aujourd'hui, Français, Espagnols, démocrates, amoureux de la liberté. Bien sûr, ça ne pouvait être qu'une œuvre collective, et ce fut le cas, avec Christine Lévis-Touzet, avec Odette Christienne, avec ces femmes qui, autour d'Evelyne Mesquida, n'ont rien voulu lâcher. Et le travail a permis d'abord de publier ce livre, et à partir de ce livre, de faire connaître l'histoire de ces hommes. Bien sûr, faire connaître l'histoire, en tirer des leçons, cela suppose de pouvoir transmettre, échanger
d'avoir ces commémorations, et sans l'association du 24 août, sans la mobilisation de l'Espagne républicaine en exil, sans la mobilisation de la CNT, sans la mobilisation de toutes celles et ceux qui avaient à cœur de porter cette histoire, nous ne serions pas là aujourd'hui, 80 ans plus tard, 20 ans plus tard, après cette première commémoration. Nous connaissons tous cette histoire, mais nous savons que commémorer aujourd'hui leur mémoire et se retrouver dans cette assemblée assez particulière, c'est rare de voir les drapeaux de l'Espagne républicaine, les drapeaux de la CNT, de la Fédération anarchiste, et de voir des représentants du gouvernement espagnol et des élus de la République française et des représentants de l'armée française. C'est très rare de voir ce type d'assemblée ensemble, vibrant pour la même chose. À Paris, c'est possible. À Paris, c'est possible parce que ces hommes nous ont aussi montré que lorsque l'on avait à cœur la liberté et la démocratie, alors nous étions des frères et sœurs en humanité. Et que c'est sans doute cela qui comptait le plus et que nous devions porter. Ici, à Paris, ça a été possible parce que, cela a été dit avant moi, il y avait aussi cette organisation de la résistance. Je veux bien sûr saluer la mémoire du colonel Roltangui et de Cécile, sa femme, qui a joué aussi un rôle si important. Je veux saluer la mémoire de tous ces combattants FTP et MOI qui étaient là et qui donnaient leur vie aussi, leur vie pour la liberté parce qu'ils avaient combattu aussi ailleurs. Il y avait parmi ces étrangers des Arméniens, des Italiens, des Allemands, des Polonais qui, après avoir mené les guerres ou essayé d'inverser le cours des choses chez eux, étaient venus rejoindre ici, à Paris et en France, ces mouvements de résistance. Lorsqu'on se réunit, lorsqu'on se rassemble d'une façon aussi exceptionnelle, aussi vaste, aussi multiple, cela a des résultats aussi exceptionnels et qui donnent de l'optimisme dans l'humanité. C'est ce qui s'est passé avec ces hommes-là. Et je crois que leur message, le message que nous devons cultiver aujourd'hui, est vraiment ce message de lutte contre les haines, les populismes, les fascismes, dont nous savons qu'aujourd'hui, ils progressent amplement et que partout, la menace existe. Cette menace est là, mais lorsque nous savons que des hommes et des femmes se sont levés pour la combattre, alors il nous appartient de cultiver la mémoire de ces hommes et de ces femmes, de raconter leur histoire de vie et leur histoire de vie dans la grande histoire, pour se donner de la force et se dire qu'il n'y a pas de fatalité et que le fascisme peut être combattu. No pasarán reste d'une grande actualité. Je crois que ce sont deux mots que nous aimons prononcer les uns et les autres et qui aujourd'hui ont un sens particulier. Permettez-moi aussi de remercier le gouvernement espagnol parce que ce que nous faisons ici a eu une résonance en Espagne. Et lorsque nous avons commémoré pour la première fois ici, il y a 20 ans, les hommes de la Nueve, c'était le gouvernement de José Luis Zapatero. Et était venu ici comme représentant officiel le président du Sénat, à l'époque, du Sénat espagnol. Depuis que le président Sanchez dirige le gouvernement de l'Espagne, chaque année, nous avons les représentants du gouvernement espagnol qui viennent et qui accompagnent, mais qui ne sont pas simplement là pour accompagner la mémoire de compatriotes espagnols qui ont donné leur vie pour sauver et libérer notre capitale et notre pays. Non, ils sont venus aussi avec un travail de mémoire qui est un travail en profondeur et permettez-moi de saluer l'intelligence, la sensibilité et la détermination de ce travail-là.
le fait de pouvoir relier la guerre d'Espagne, ces hommes qui ont combattu, qui avaient perdu la guerre d'Espagne, et qui sont venus ici et qui ont permis la liberté en France et dans le reste de l'Europe. Le fait de relier les mémoires et les dates avec le 8 mai, qui est cette date commune, qui ne met plus l'Espagne à l'écart de la grande histoire européenne, est quelque chose d'extrêmement important, pas simplement pour nous, ici en France, mais aussi, bien sûr, pour les jeunes générations espagnoles qui auront à connaître et qui doivent connaître cette histoire qui est la leur et qui est la nôtre. Je veux vous dire merci. Merci aussi de faire du jardin de la Nueve, ce jardin au pied de l'hôtel de ville, puisque c'est là que sont arrivés les hommes de la Nueve, d'en faire un des premiers lieux de mémoire de l'histoire et de la mémoire républicaine à l'étranger. Je vous remercie. C'est un immense honneur que de pouvoir être aussi sur cette carte des lieux de mémoire. Et vous avez cité évidemment aussi le Mexique, qui a joué un rôle très important dans l'exil des républicains espagnols. Permettez-moi de conclure. Ce que nous faisons ici n'est pas simplement un acte que nous posons le 24 août. C'est un message d'espoir, un message d'espérance. Lorsqu'on se rassemble pour la démocratie et pour la liberté, alors on est très fort. Lorsqu'on se rassemble, alors tous ceux qui voudraient jeter entre nous, êtres humains, la haine et faire des étrangers la cause de nos difficultés, tout cela n'ont plus vraiment droit au chapitre. Parce que nous savons que cette histoire qui a été écrite, c'est l'histoire de nos libertés, c'est l'histoire de la démocratie, et que nous sommes déterminés à ne rien lâcher. Viva la Nueve, vive Paris, vive la République française, viva la República.